Salut, c'est Alexis. Bienvenue dans le podcast de Contournement sur le no-code. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Parizeau, le CEO d'ActionDesk. C'est une startup française très prometteuse qui vient de s'établir dans la Silicon Valley après être passée par Station F et Y Combinator. Une super aventure entrepreneuriale que Jonathan va nous raconter après nous avoir expliqué pourquoi et comment ActionDesk va proposer une nouvelle vision du tableur augmenté de super pouvoirs. Alors si vous voulez savoir pourquoi on place VisiCalc, un tableur créé en 79 à l'origine du no-code, ou enfin comprendre pourquoi Airtable n'est pas un tableur, cet épisode est fait pour vous. Allez, je vous transporte à San Francisco, c'est parti. Voilà, bon bah c'est parti, très bien. Ok. Alors, salut Jonathan, merci de prendre le temps de discuter un petit peu avec nous en direct de San Francisco. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. On est 9 heures de décalage, donc ça va être un petit peu différent de quand je reçois les gens et que je suis à côté d'eux et qu'on discute. Mais ça va être tout aussi intéressant, justement parce que tu es à San Francisco, tu vas avoir plein de choses à nous raconter par rapport à ça. Donc tu viens nous parler d'ActionDesk, donc la startup que tu as cofondée il y a 2 ans à peu près. Si 2 ans et demi. 2 ans et demi. Voilà, donc tu vas nous raconter tout ça, un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ActionDesk, et puis qu'est-ce que c'est surtout ce projet, et derrière un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à San Francisco, et puis voilà, nous parler aussi un petit peu du no-code, un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça, par rapport à cet écosystème et comment vous vous inscrivez là-dedans. Très bien, avec grand plaisir. Bon programme. Ok, et alors ce que je te propose pour commencer, ce qui sera très bien, c'est de commencer par se présenter. Avec grand plaisir. Du coup, merci de l'invitation. Donc, moi, c'est Jonathan. Je viens de Franche-Comté. J'ai un parcours d'études relativement classique. J'ai fait une prépa à une école de commerce où, honnêtement, j'ai pas appris grand-chose. J'ai eu des premières expériences en tant que business analyst, en vente distribution, en tant que consultant en stratégie. Et c'est un peu là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est analyse de données. Comment utiliser la donnée pour bien monitorer un business et pour le rendre plus efficace. C'est aussi là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au spreadsheet de manière générale et particulièrement à Excel à ce moment-là. Ensuite, j'ai passé 3 ans chez Jumia. Jumia, c'est sa plus grosse plateforme de e-commerce en Afrique, qui a été lancée par Rocket Internet. Donc dans différents rôles, mais en tout cas dans des rôles très opérationnels. Ensuite, en partant, je m'intéressais beaucoup à la technologie de manière générale. Via Excel, justement, j'avais commencé un peu à coder via du VBA. Et du coup, je regrettais un peu de pas savoir coder, de pas être capable. J'avais plein d'idées que je voulais lancer et je regrettais un peu de pas pouvoir juste passer quelques jours et coder un site. Du coup, j'ai fait le wagon, donc il y a un bootcamp de 2 mois qui t'apprend les bases du développement web en Ruby on Rails. Et j'explorais en même temps et après ça plusieurs idées. J'ai bossé pendant quelques mois en tant que freelance, en tant que développeur web. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à bosser sérieusement sur ActionDesk. Tu es le cofondateur, donc tu es aussi développeur. Est-ce que tu travailles au développement de la plateforme? Est-ce que vous avez d'autres devs? Est-ce qu'il y a un CTO? Ouais, alors j'ai effectivement un cofondateur et CTO qui s'appelle Valentin, qui est vraiment en charge de toute la partie technique. Et pour répondre à ta question, non, moi je code pas et je serais vu le niveau de complexité technique du produit aujourd'hui, je serais plus capable de suivre. Ou en tout cas, je le serais peut-être, mais ce serait pas le meilleur usage de mon temps. Okay. J'ai commencé au tout départ du projet. J'ai un peu codé. C'était notamment, je faisais notamment pas mal de front-end. Mais aujourd'hui, plus du tout, et je suis vraiment focus sur le côté produit et lien avec les utilisateurs. Alors avant de parler vraiment plus en détail d'ActionDesk, que tu nous expliques ce que ça fait, quelle est votre vision pour ce produit, je me demandais un peu quelle était ton impression un peu sur le tableur, et tu disais donc que tu avais pas mal utilisé Excel, parce que nous, c'est vrai qu'on cite souvent, quand on fait un peu un historique du no-code, on cite souvent VisiCalc, donc qui a été créé en 1979, comme un peu l'ancêtre, comme vraiment le premier outil no-code, dans le sens où c'était la première fois qu'il y avait une abstraction qui permettait aux gens de plus avoir à coder des formules et qui pouvaient rentrer leurs données sous forme d'un tableur. Alors, à l'époque, c'était même pas d'interface graphique, c'est vraiment en mode MS-DOS, mais voilà, cette première abstraction. Et puis ça a amené après, plus longtemps après, à Excel, et on voit des gens
dans des boîtes qui font des trucs de fou avec Excel, quoi, des applications, littéralement, quoi. Complètement. Complètement. Et je suis complètement d'accord avec cette vision. Et c'est vraiment ce qui m'a amené vers ActionDesk. C'est pour moi, et pour nous, le tableur, c'est au final aujourd'hui l'outil no-code, même si on le voit assez rarement comme ça. C'est l'outil no-code le plus utilisé au monde. Et comme tu l'as dit, il y a énormément de personnes qui n'ont aucune formation technique, qui ne sont pas des ingénieurs, et encore moins des ingénieurs informatiques, qui construisent vraiment comme tu l'as dit, ce qu'on peut appeler des applications internes, des outils internes qui permettent de faire des choses assez complexes. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant que tu mentionnes Visical, parce que nous, du coup, on s'est beaucoup plongé un peu dans l'histoire du tableur, des spreadsheets. Et VisiCalc, effectivement, qui a été inventé en 1979, c'était vraiment la première application qui a fait que les gens utilisaient des ordinateurs personnels. Steve Jobs a dit que l'invention de VisiCalc était l'événement qui avait participé au succès d'Apple le plus. Donc c'était vraiment les ordinateurs personnels existaient, mais personne ne savait quoi en faire. C'était vraiment que les hobbyistes qui s'amusaient le week-end à faire des trucs que personne ne comprenait. Et c'est vraiment le tableur VisiCalc qui a permis à l'ordinateur personnel de rentrer dans les maisons et surtout dans les bureaux, dans les entreprises. Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment voulu proposer une nouvelle vision de cet outil? Et qu'est-ce que fait, du coup, comment vous l'implémentez, cette nouvelle vision, à travers de ActionDesk? Carrément. Écoute, ouais, j'ai un peu répété ce que j'ai déjà dit, mais du coup, nous, notre constat, c'était que Excel, Google Sheets, le tableur de manière générale, est un outil extrêmement puissant qui permet à des gens sans formation technique de faire des choses très, très avancées et très intéressantes et très utiles dans l'entreprise. Et du coup, nous, on pense pas que ça va partir. Beaucoup de gens disent Excel va être remplacé par plein de différents softwares qui vont manager des use cases précis qu'aujourd'hui les gens font via Excel. Nous, on n'y croit pas du tout à ça. Et la preuve, c'est que ça fait 20 ans qu'on le dit et que Excel et Google Sheets sont encore là et encore de plus en plus utilisés. Et du coup, le problème que nous, on voit, c'est que bien que ces outils soient très puissants, ils permettent pas du tout d'interagir avec les autres outils qu'une entreprise utilise. Donc aujourd'hui, la manière dont on va interagir avec les outils SaaS qu'une entreprise utilise depuis la spreadsheet, c'est qu'on va aller dans Salesforce, dans HubSpot ou dans d'autres outils, et si on veut utiliser la donnée qui est stockée dans ces outils, dans Excel, dans Google Sheets, ce qu'on va devoir faire, c'est un travail très manuel qui est de cliquer sur un bouton dans l'application, de faire un export CSV, et ensuite de copier-coller les données qui sont dans ce fichier CSV, dans un fichier Excel ou dans un fichier Google Sheets. Et si c'était que ça, ce serait pas trop grave. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens se construisent des outils très, très avancés via Excel, via Google Sheets, en utilisant des données qui viennent du coup d'un peu partout. Par exemple, un petit dashboard qui va te permettre de bien suivre ton funnel de sales en utilisant tes données de CRM, ou un petit dashboard qui te montre tes ventes en utilisant les données de ta base de données. Et du coup, à chaque fois que tu vas vouloir rafraîchir cet outil, tu vas devoir repasser par ce process manuel, export CSV, copier-coller, qui prend un peu de temps, qui en plus de ça est pénible, qui n'est pas le boulot le plus intéressant, et que du coup, tu fais pas aussi souvent que tu pourrais le faire idéalement. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est très simple. ActionDesk, du coup, c'est un nouveau logiciel de spreadsheet. Ça se veut très similaire à Excel et Google Sheets. Aujourd'hui, on n'est pas encore à feature parity. Il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles encore dans ActionDesk que tu pourrais faire dans Excel et Google Sheets. Mais en tout cas, on veut arriver vers ça. L'interface est très similaire. La grosse différence, c'est qu'on permet d'importer et de rafraîchir des données venant de différentes sources de données, telles qu'une base de données SQL, Salesforce, HubSpot, Stripe et d'autres. À qui tu penses que ça s'adresse? Quels sont les cas d'usage principaux? Enfin, tu en as cité quelques-uns. Est-ce que
Qu'est-ce que vous voyez déjà dans vos utilisateurs peut-être actuels? Il faut préciser peut-être que vous êtes en bêta encore. Tout à fait, ouais. On est encore en bêta fermée. Et du coup, pour répondre à ta question, à terme, notre cible, c'est vraiment toute personne qui aujourd'hui utilise soit Google Sheets, soit Excel, en utilisant des données venant d'autres systèmes, ce qui est vraiment très fréquent. De manière plus spécifique aujourd'hui, on s'adresse particulièrement aux startups et particulièrement aux fondateurs, aux execs type COO, CMO de startups qui ont besoin d'avoir un petit business dashboard qui vont rafraîchir tous les jours, toutes les semaines, qui vont peut-être partager à leurs équipes, peut-être partager à leur board tous les mois, qui présentent vraiment les indicateurs principaux de santé du business et qui en général va prendre des données de leur base de données où il y a vraiment les données core du business qui sont derrière leur produit principal et qui va pouvoir aussi prendre des données peut-être de Stripe où il va y avoir toutes les données de facturation des clients et les données, toutes les données vraiment propres clients qui vont peut-être être dans leur CRM, donc Salesforce, HubSpot pour citer les plus populaires aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui le cas d'usage principal. Mais évidemment, vu qu'on s'attache au spreadsheet, le nombre de cas d'usage est vraiment infini. Et c'est aussi pour ça qu'on est en bêta fermée, c'est qu'on veut vraiment déjà bien faire un cas d'usage très précis et ensuite faire plus. Mais ça peut être facile de se disperser, d'essayer de faire plein de choses et de les faire toutes mal. Et aujourd'hui, on essaie de faire cette chose-là très bien. Et alors, comment vous situez, vous, un petit peu dans l'écosystème no-code actuel? Enfin, si on parle vraiment des choses qui sont un peu similaires. Enfin, moi, ça me fait penser, on va dire, un peu intuitivement à des choses comme Parabola. Alors, je vois bien la différence, mais ça m'intéresse justement que toi, tu l'expliques. Ou comme Integromat, par exemple. Même si je peux préciser déjà dès le début quand même que vous n'êtes pas que sur l'automatisation, même pas a priori, le but n'est pas l'automatisation, mais vraiment cette notion de tableur. Ouais. Mais il y a un petit peu ça. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu voyais les choses. Ouais, carrément. Bah écoute, par rapport à ces deux outils, c'est vraiment je pense que tu as un peu répondu à la question dans ta question, mais effectivement, c'est des outils vraiment d'automatisation de workflow. Donc, s'il se passe quelque chose dans un outil, alors on va déclencher quelque chose d'autre dans un autre outil. Donc, c'est un peu des Zapier sous stéroïdes, où ils permettent aussi, et c'est peut-être là qu'il y a quelques petites similarités avec nous, c'est qu'ils permettent aussi de la transformation de données, notamment Parabola. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc effectivement, par contre, je pense que l'énorme différence, c'est que c'est vraiment dans la catégorie similaire à Zapier où tu mets des automatisations en place et après entre guillemets tu les oublies, ça tourne en background. Nous, c'est vraiment un outil que tu vas utiliser plusieurs heures par jour potentiellement, selon ton profil, ou en tout cas que tu vas regarder tous les jours ou plusieurs fois par semaine au moins, et sur lequel tu vas passer du temps. Par contre, il n'y a pas forcément cette notion de workflow que tu as dans Integromat et Parabola. Et alors, peut-être un autre exemple, parce qu'un outil dont on parle souvent, c'est Airtable. Et les gens je trouve, font souvent la confusion entre base de données, tableur et Airtable. Et donc, on compare beaucoup Airtable avec Google Sheets. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas forcément de sens, mais justement, ça m'intéresse, toi, en tant qu'expert, un peu du tableur, de voir un petit peu ce que tu penses de ça. Ouais, c'est une bonne question. Et c'est assez marrant parce que souvent, notamment au moment où on pitchait un peu devant des investisseurs, etc., quand tu pitches, tu as un peu cette notion de tu dis que tu vas remplacer un outil, et s'il y a déjà un autre outil existant qui est un peu une startup, même s'ils sont plus avancés, qui a supposément remplacé cet outil, ça veut dire que t'as pas de business devant toi. Donc nous, on avait souvent tu réinventes Excel ou Google Sheets, mais en fait Airtable l'a déjà fait. Et même si c'était vrai, ça veut pas dire que tu peux pas monter un business. Et en plus, effectivement, comme tu l'as bien dit, Airtable, c'est un super outil, mais c'est pas une spreadsheet.
je pense que la confusion vient du fait que tu as quand même un certain sentiment quand tu es dans Airtable qui est similaire à la spreadsheet, qui est tu as des cellules, tu peux naviguer dedans, tu peux entrer de la donnée. Par contre, je pense qu'un des composants super importants des spreadsheets, c'est la flexibilité et la liberté. Et du coup, Airtable, c'est aussi une de ses forces, mais du coup, c'est ce qui fait que c'est pas une spreadsheet, c'est qu'ils imposent certaines contraintes qui sont que un fichier Airtable, c'est une table, du coup, c'est des colonnes avec un certain type de données. Tu peux pas aller dans une cellule, 3 cellules à droite, 2 cellules à gauche de ta table et entrer une formule là. Et surtout, voilà, le moteur de formule est beaucoup moins puissant. T'as pas du tout la capacité de faire se faire des petits dashboards, des petits graphes. Ils ont introduit quelque chose, mais je pense qu'ils y croient même pas beaucoup eux-mêmes parce que ça n'a pas été très bien fait leur bloc où ils ont des pivots, des graphes, etc. Mais du coup, voilà, c'est vraiment pas les mêmes cas d'usage et en fait, nous Airtable aujourd'hui, on n'est pas intégré Airtable, mais c'est un des outils les plus demandés parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui exportent de la donnée d'Airtable vers Google Sheets pour justement faire des choses qu'ils sont pas capables de faire dans Airtable. Et du coup, il y a pas mal de nos potentiels utilisateurs qui demandent qu'on soit intégré à Airtable. Pour vous, ça pourrait être une source de données. Complètement. Ouais. C'est intéressant vraiment cette confusion parce que moi je trouve que Airtable est une super abstraction d'une base de données relationnelle. Enfin, ça simplifie. Tout à fait. Et du coup, un tableur n'est pas une base de données réellement, quoi. Enfin, c'est une base de données, mais comme tu dis, avec cette flexibilité, mais t'es pas enfermé par les colonnes ne sont pas typées. Enfin, toutes ces choses-là sont assez distinctives. Mais je trouve qu'il y a une confusion là-dessus qui est. Bon, ça m'intéressait justement. Je trouve que tu as assez bien expliqué la différence, donc c'est cool. Et pour être honnête aussi, je pense que la confusion vient du fait qu'on utilise souvent aussi les spreadsheets comme base de données, ou en tout cas comme mini base de données. Et d'ailleurs, c'est ce que Airtable a très bien fait, c'est qu'ils se sont aperçus que beaucoup de gens utilisaient une spreadsheet pour mettre une liste de 100 clients ou de 100 investisseurs ou autre. Et effectivement, si on fait ça, si en tant qu'utilisateur on veut faire ça, Airtable est bien plus adapté à faire ça que la spreadsheet. Ouais, bien sûr. Et alors, si juste pour savoir un petit peu quelles sont les prochaines étapes pour vous, comment ça va se passer en 2020? Ouais. Du coup, nous, en fait, on a vraiment 2 grands axes en termes de développement de produits. Le premier, c'est de s'approcher le plus possible du feeling qu'on a, du sentiment qu'on a qu'on utilise une spreadsheet. Donc, ce qu'on veut, c'est quand un utilisateur arrive dans ActionDesk, il se sent vraiment confortable. Il sait comment ça marche parce que ça ressemble à ce qu'il connaît déjà. Il est pas perdu. Donc, on a beaucoup de features qu'on n'a pas encore dans ActionDesk, qui sont des features qu'on estime clés des spreadsheets qu'on va reproduire, notamment le pivot, donc le tableau croisé dynamique. On n'est pas du tout un outil de visualisation de données, mais on veut quand même avoir des graphes, des courbes de base que tu aurais dans Excel et Google Sheets. Et après, donc ça, c'est un grand axe. Le deuxième grand axe, c'est ce que nous, on appelle en interne les super pouvoirs. Donc, c'est ce qu'on ajoute en plus de la spreadsheet traditionnelle. Donc, j'ai beaucoup parlé du premier super pouvoir qui est cette capacité d'importer et de rafraîchir des données de différentes sources. Donc, là-dessus, on va vraiment ajouter plus d'intégration et rendre ce process le plus simple et le plus intuitif possible pour l'utilisateur. Et après, c'est plus long terme, donc c'est pas forcément 2020, c'est probablement un peu plus tard que ça. Mais on a 2 super pouvoirs qu'on compte construire. Le premier, c'est la two-way sync. Donc, c'est j'importe de la donnée, disons que je suis un sales représentatif d'une boîte SaaS ou autre. Je gère 60 clients. Ces clients sont dans Salesforce. Quand je fais 5 calls dans la journée et j'ai envie d'éditer les records de chaque client, le faire dans Salesforce, c'est honnêtement très lourd parce que faut que j'édite un record. Ensuite, pour aller à l'autre record, j'ai 3 ou 4 clics. Faut que j'édite chaque champ, etc. Là, l'idée, c'est que j'importe mes 60 clients
la donnée venant de Salesforce dans ActionDesk, donc dans la spreadsheet. J'édite la donnée dans la spreadsheet. Donc là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Je vois tout d'un coup. Et il y a cette facilité quand même d'éditer la donnée dans la spreadsheet qui est à ma disposition. Et derrière, ça se sauvegarde dans Salesforce. Donc ça, c'est le deuxième super pouvoir. Et le troisième, c'est ce que nous, on appelle les actions. Donc, c'est pouvoir déclencher depuis la spreadsheet quelque chose qui va agir sur des systèmes extérieurs. Donc, l'exemple classique là-dessus, c'est envoyer un message Slack depuis la spreadsheet via une formule qui ressemble à une formule Excel. Par exemple, en utilisant les fonctions logiques de la spreadsheet, je vais pouvoir repérer les clients qui ne sont pas connectés à mon application depuis 7 jours. Et quand c'est le cas, j'ai envie d'envoyer un message Slack à la personne dans l'équipe qui gère ce client, par exemple. Ouais, d'accord, donc vraiment rendre la spreadsheet comme une application qui puisse aussi déclencher des actions extérieures. Enfin, on voit vraiment toute la puissance. Et est-ce que ça paraît pas intéressant pour vous juste de vous interconnecter avec Zapier et de laisser les gens déclencher ces actions un peu par eux-mêmes, quoi? Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire, clairement. Et ça permet effectivement, je crois que Zapier, aujourd'hui, il y a 2000 intégrations. Donc, évidemment, ça va nous prendre un peu de temps avant d'arriver là. Et je ne sais même pas si on y arrivera. Mais donc, la réponse est oui. Après, on pense quand même qu'il y a, en termes d'expérience utilisateur, on peut faire beaucoup mieux que avoir un outil, que ce soit ActionDesk ou autre, ensuite devoir le connecter à Zapier, ensuite devoir créer des apps, les maintenir, etc. Et je pense que c'est en plus économiquement, ouais. Et je pense que ça demande quand même un minimum d'effort. Ça demande aussi un minimum de skills. Je sais que c'est pas compliqué d'utiliser Zapier, mais je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. En tout cas, je pense que le nombre de personnes capables d'écrire une formule dans Excel est largement supérieur au nombre de personnes qui sont capables de créer un Zap dans Zapier. Et du coup, je pense qu'en permettant de faire des choses qui pourraient être possibles avec Zapier directement dans la spreadsheet, on permet à plus de gens d'accéder à ce genre d'automatisation. Ouais, non, je te confirme, parce que nous, on fait des formations justement à Zapier, donc on voit bien que même si c'est effectivement un outil quand même qui est bien fait, qui est assez intuitif, les gens ne s'en sortent pas tout seuls forcément non plus, quoi. Ouais. Donc, effectivement, vous enlevez un peu de friction en ayant des actions déjà intégrées et que vous pouvez choisir qui correspondront à vos use cases de vos utilisateurs, quoi. Aussi, j'imagine, par exemple, Slack, si vous l'avez identifié, c'est sûrement aussi qu'on vous l'a demandé. Tout à fait. Ça correspondrait bien à vos use cases, au premier use case que vous voulez aborder, quoi. Tout à fait. Et aussi, je pense que un autre élément, c'est que créer de la logique, juste envoyer un message Slack sans aucune logique derrière, via Zapier, c'est quand même très simple. Maintenant, si tu veux faire de la logique compliquée avec des if imbriqués, du and, du or, etc., je pense qu'écrire une formule Excel, c'est honnêtement beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de faire la même logique dans Zapier. Ouais, non, effectivement, ça se tient complètement. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on a pas mal expliqué ce que vous faites, c'est hyper prometteur. Je pense que ça va donner envie à pas mal de gens d'utiliser votre outil. Alors juste, moi, il y a un deuxième volet qui m'intéressait qu'on aborde un petit peu. C'était vraiment cette aventure entrepreneuriale, parce que voilà, malgré tout, t'es français, t'es à San Francisco, t'as mené toute ton équipe là-bas, et je voulais savoir un peu comment vous en êtes arrivé là. Alors, rapidement, quand on a commencé, on était certain que le gros du marché, en tout cas au départ, serait aux États-Unis. Et ça a été clairement confirmé qu'on a commencé à faire un peu de marketing, un peu de contenu en ligne, qu'on a fait notre lancement Product Hunt, où très très rapidement, on avait plus de 80% des utilisateurs et des gens qui s'inscrivaient, qui étaient en dehors de France, et une grande majorité d'entre eux en Amérique du Nord. Du coup, c'était très clair. Et il y a aussi un autre aspect qui est que on s'en doutait, et ça a vraiment été confirmé depuis qu'on est ici, c'est que la volonté d'utiliser un nouvel outil
qui est pas encore établie dans le marché, est beaucoup plus forte aux États-Unis, en tout cas dans la Silicon Valley, qu'en France. On a eu beaucoup en commençant, quand on essayait d'avoir les premiers utilisateurs, on leur montrait ce que ça pouvait faire. On a eu beaucoup de c'est super, ça pourrait m'être utile, mais je te connais pas et on revient me voir dans 6 mois quand l'outil est un peu plus avancé, qu'il a une belle interface et que vous êtes un peu plus établi dans le marché. Du coup, on avait cette volonté d'aller aux États-Unis assez tôt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté en France jusqu'à milieu de l'année dernière. On est rentré dans un accélérateur de startup qui s'appelle Y Combinator, qui est basé à Mountain View, donc en Californie. On a fait le batch de 3 mois qui a duré l'été, et on a une croissance. On a fait quoi? On a fait du x5 en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'usage en 2 mois et demi. Et du coup, ça a vraiment confirmé tout ce qu'on pensait. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut absolument qu'on reste ici. Et du coup, on est revenu en France rapidement pour récupérer nos visas et on s'est installé à San Francisco. Ok. Non, c'est intéressant ce que tu disais. J'ai noté un truc que j'ai entendu aussi un peu dans d'autres podcasts, qui disait que un des intérêts quand même de s'établir à San Francisco, notamment quand tu fais des outils, quand ta startup fait un outil SaaS, c'est que tu peux avoir un premier marché un peu évident, qui sont les autres startups qui vont utiliser ton outil. Alors, si c'est les seuls, des fois c'est un peu dommage, en même temps des fois c'est pas très grave, parce que des startups qui ont levé, notamment à San Francisco, elles ont des moyens, donc elles peuvent payer des abonnements et des choses un peu intéressantes sur d'autres outils SaaS, quoi. Alors des fois ça fait un peu une bulle aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'évader après de ce marché-là, donc c'est un peu... mais ça je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Dans la phase où tu es en forte itération, où tu as besoin d'avoir du feedback, où tu as besoin d'avoir des gens qui utilisent ton outil, c'est super précieux. Et l'autre élément, c'est que tu as startup et startup. Tu as la startup de 5 personnes qui va peut-être se casser la gueule dans 3 ans, mais tu as aussi Airbnb, Stripe et 150 autres boîtes qui sont des startups, mais très établies, qui ne vont pas disparaître et qui ont des centaines ou des milliers d'utilisateurs potentiels pour toi. Et ça, c'est aussi des boîtes qui sont plus difficiles évidemment à avoir, mais qui sont là, auxquelles tu peux avoir accès si tu es présent. Et particulièrement, nous, ça nous était évidemment très utile d'être passé par Y Combinator. Et du coup, ça, c'est on a quand même beaucoup moins en France. Ouais, comme tu dis, ils sont plus prônes à tester des nouveaux outils, à se lancer sur des choses un peu, contrairement à, je sais pas, nous, ici, des grosses boîtes, où tu sais que c'est compliqué de faire rentrer un nouvel outil à la DSI. Un marché de start-up, ça peut être plus intéressant, quoi. Et alors, par rapport à Y Combinator, ça c'est un peu plus par curiosité, mais est-ce que dans votre batch, il y avait des startups qui étaient en lien avec le no-code, d'une manière ou d'une autre, ou alors, peut-être, autre volet qui m'intéresserait, savoir s'il y avait des startups où il n'y avait pas de cofondateur technique et qui avaient que un produit no-code, quoi. Enfin, qui avaient fait leur produit en no-code. Il faut peut-être que je divise en 2 questions, parce que je mélangeais un peu les deux. Mais... ouais. Du coup, pour la première question, alors il y avait une boîte, je t'avoue que je me souviens plus du nom, qui était un peu en gros le Webflow pour des applications mobiles, donc permettre à des gens non techniques de faire des applis mobiles, mais vraiment pas juste une appli mobile ultra simple, ultra basique, mais vraiment poussée de la même manière qu'avec Webflow, tu peux faire des sites web assez poussés. Je t'avoue, j'ai plus le nom en tête. Sinon, à part ça, j'ai rien en tête. Et pour ta deuxième question, je n'ai pas de boîte en tête qui n'avait pas du tout de cofondateur technique. Je sais qu'il y en a eu qui ont commencé sans, et effectivement, un peu avec du Airtable, du Zapier, etc. Mais je pense pas. En tout cas, après, c'est des gros batchs. Il y a 200 boîtes. Je connais pas forcément la stack de chaque boîte, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, j'en ai pas en tête, malheureusement. Ok. Non, mais bon, parce qu'on sait qu'il commence à y en avoir un petit peu. On a quelques exemples dans des batchs un peu passés, mais je me demandais si c'était une tendance qui allait en s'amplifiant. Mais bon, il faudrait demander les stats. Hein, peut-être. Je sais pas s'ils communiquent un peu sur ce genre de choses. Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très intéressant à suivre. Je pense que YC est un indicateur.
Ouais, clairement. Je pense que YC est peut-être un peu a quand même cette culture très tech où l'idée de départ c'est quand même on prend des devs qui font un outil, qui savent pas forcément trop comment monter le business, mais qui sont des très bons devs, et puis on va un peu les coacher sur la partie business, et ça va marcher. Du coup, il y a peut-être un biais par rapport à ça. Ouais, il y a quelques années, je crois que Paul Graham avait tweeté quelque chose où il disait voilà, on prend personne qui n'a pas de cofondateur technique. Il y avait déjà, ils n'étaient pas pour les entrepreneurs solo, et aussi il fallait un cofondateur technique. Et puis apparemment, je crois que relativement récemment, il est un petit peu revenu là-dessus. Donc, ouais, je pense que ça va changer. Et je pense que clairement c'est la tendance. Cool. Et alors, petite dernière question un petit peu générale sur est-ce que vous utilisez des outils no-code vous dans l'équipe, comme ça pour votre fonctionnement en tant que boîte? Ouais, tout à fait. Donc nous, l'équipe technique est vraiment à 100% sur construire le produit. Et du coup, tout ce qui est petits outils, petits ou pas petits d'ailleurs, mais tout ce qui est outils internes, on bricole de notre côté. Donc, du coup, effectivement, le site web, c'est du Webflow. Notre CRM, on avait initialement pris sur HubSpot, et on est parti. Et aujourd'hui, c'est un truc un peu custom qu'on a fait sur un mélange de Airtable, de Zapier, de Typeform et un outil d'envoi d'email qui s'appelle Mailshake, et qui marche très bien. Et d'ailleurs, tu vois, c'est typiquement la raison principale pour laquelle on a fait ce changement, c'est que du coup, on est en bêta privée, comme tu l'as dit. Et donc, chaque semaine, on reçoit un certain nombre de gens qui s'inscrivent, qui remplissent un formulaire sur notre site. Et ce nombre est de plus en plus important. Et du coup, moi, je revois personnellement tous ces formulaires, et on essaie vraiment de se concentrer sur ceux dont on pense qui vont prendre le plus de valeur d'ActionDesk. Du coup, on envoie sur peut-être 10-15% de ces personnes, on va envoyer une invitation pour participer à la bêta. Et du coup, sur HubSpot, typiquement, pour passer d'une personne à une autre, pour revoir et envoyer l'email, ça prenait 30 secondes parce que tu avais 4 clics. Et du coup, sur Airtable, vu que c'est une table, tu passes d'un à l'autre super facilement. Et je pense que le temps que je passais probablement 3 heures auparavant à faire ce boulot par semaine. Et aujourd'hui, sachant que le nombre a augmenté, je pense facilement de 100% depuis qu'on a changé, je passe pas plus d'1 heure chaque semaine. Okay. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que 30 secondes multipliées par le nombre de fois que tu fais l'action, ça peut faire à la fin de l'année ou à la fin de la semaine, ça fait des heures, quoi. Clairement. Donc, et c'est aussi, au-delà du temps passé, moi je crois beaucoup au feeling, au sentiment que tu as. Et quand tu passes 3 heures où au final tu as passé 50% du temps à faire des clics qui sont complètement inutiles et qui apportent aucune valeur à ton business, tu te sens pas aussi bien que quand tu as passé 3/4 d'heure, et que le temps que tu as passé, c'est vraiment à apprendre de tes utilisateurs, à communiquer avec eux plutôt que de faire des clics. Ouais, non, tout à fait. Et non, ton témoignage est aussi très intéressant. J'aime bien quand tu dis que on a une équipe technique, donc on pourrait imaginer qui pourrait dev vos outils, etc. Mais en fait, ils sont concentrés sur le produit, ils n'ont pas le temps, c'est pas la peine, à mon avis, d'ailleurs, de leur demander. Et du coup, vous prenez en main ça, vous êtes hyper réactif, vous faites vous-même vos outils pour les leads, l'acquisition, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois. Enfin, nous, c'est ce dont on parle un peu dans les grands groupes, etc. Aussi, on essaie de leur dire, émancipez-vous un peu de votre DSI, prenez votre outillage en main. Mais dans les startups, il y a cette mentalité, donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense que c'est vraiment la tendance, parce que tu peux pas, pour moi, un ingé de l'équipe qui passe son temps sur autre chose que le produit, c'est du temps perdu. C'est vraiment du gâchis. Ouais, donc clairement, on sait que le temps est important dans l'exécution. Alors, deux petites dernières questions. Bon, je profite du fait que tu sois à San Francisco, vraiment au cœur de l'écosystème, pour demander un petit peu ton sentiment sur l'avenir vraiment de ce mouvement no-code, et qu'est-ce que tu penses que tout ça, on a évoqué pas mal de choses là, mais voilà,
Un petit mot là-dessus, sur ce que ça t'inspire. Ouais, carrément. Non, mais je pense que c'est. Alors moi, je suis pas un grand fan du terme de code parce que ça implique que c'est quelque chose de binaire et que quelque chose est soit du code, soit pas du code. Et en fait, c'est évidemment différents niveaux d'abstraction. Et même le code que la plupart des ingénieurs informatiques aujourd'hui utilisent, c'est des abstractions qui sont au-dessus de langages plus bas niveau et ultimement du binaire. Mais du coup, justement, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce que je trouve particulièrement intéressant en ce moment, c'est que on a des outils qui commencent vraiment à être établis, qui sont en fait pas pur no-code, dans le sens où il faut quand même passer un peu de temps à se former sur ces outils. Je pense particulièrement à Webflow. Bubble, je connais moins, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans cette catégorie aussi. Ouais, clairement. Ces outils-là, c'est pas je sign up sur la page et en 10 minutes, j'ai quelque chose. Faut passer plusieurs jours pour vraiment apprendre. Par contre, ça permet vraiment de faire des choses très avancées. Et je pense que c'est un peu ce à quoi tu faisais allusion quand tu parlais s'il y avait des boîtes YC qui n'avaient pas de cofondateur technique. Je pense que clairement, l'émergence de ces outils va permettre à beaucoup de personnes créatives, intelligentes, motivées, mais qui n'ont pas forcément passé 5 ans à étudier l'informatique, de lancer leurs idées, d'atteindre de l'attraction. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont toujours runner leur business sans cofondateur technique ou sans équipe technique, mais qui vont leur permettre de tester et d'atteindre certaines milestones. Ils seront moins contraints d'avoir un cofondateur technique. En tout cas, ils pourront le trouver un peu plus tard et ne pas attendre et quand même lancer l'idée, la tester, se planter éventuellement sans avoir engagé trop de frais ou trop de gens dans l'aventure si c'était pas l'idée du siècle, quoi. Exactement. Donc, ouais, c'est super intéressant. Ok. Et dernière question qu'on pose un peu à chaque invité. Alors, même si je me doute bien, comme je dis à chaque fois, que tu es très occupé par ton projet actuel, mais si tu devais faire un projet, un side project, tu vois, un petit peu le soir, je sais pas si tu avais une idée qui te démangeait et que tu devais la faire en no-code, hein, évidemment, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as une idée? Quels outils tu utiliserais pour le faire? J'ai beaucoup d'idées. Le problème, c'est que la plupart demanderaient un peu plus de complexité technique que ce que les outils aujourd'hui autorisent, en tout cas à ma connaissance. Après, il y a un truc auquel j'ai pas mal pensé, c'est en fait, je trouve qu'il y a un problème qui est que les personnes âgées, en tout cas de plus de peut-être 60 ans, peut-être un peu plus, ont des problèmes avec l'informatique de manière générale, avec leur téléphone, avec leur PC, qui sont des problèmes qui prendraient à peu près 2 minutes à n'importe quel gosse de 15 ans à résoudre. Et du coup, je pense qu'il y a clairement il y a peut-être des choses, je sais qu'il y a des choses aux États-Unis là-dessus, mais quelque chose autour de mettre en relation l'ado de 15-16 ans qui veut faire quelques dizaines d'euros d'argent de poche et la personne âgée dans un village, dans une petite ville, qui galère à juste à reset son password de son Apple Store ou un truc comme ça. Et ça, du coup, c'est une marketplace, donc techniquement, c'est pas très compliqué et ça pourra probablement se faire via Bubble, des outils similaires. Après, ça ne demande pas que de créer l'outil, il faut aussi trouver des utilisateurs, ce qui est bien sûr. Ça, c'est un autre sujet, mais non, mais c'est sympa, c'est une bonne idée. Ça résoudrait un petit peu les problématiques intergénérationnelles, rapprocher plein de gens âgés aussi qui se sentent un peu seuls, ils sont seuls face à leur ordi, effectivement, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. Et leur amener des ados qui viendraient les aider, qui tenir un peu compagnie aussi, ça pourrait être chouette. Ça pourrait créer un peu de lien social en plus. Ouais. Cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Vraiment, bonne chance pour cette aventure, pour le futur. On va suivre attentivement ce que vous allez faire. C'est vraiment un beau projet, ambitieux en plus. Donc, et puis on est content aussi en plus. On va dire que vous représentez un peu la France dans cet écosystème à San Francisco. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Je sais pas, peut-être à l'occasion de la NoCode Conf en fin d'année ou quelque chose comme ça. Carrément, faites-moi signe si vous êtes à San Francisco et merci de m'avoir invité sur le podcast. Cool. Bon, merci beaucoup. Merci. Salut.